Vidéo 2 qui présente le contenu de ma conférence, celle que j'ai donnée en juin 2024 au Québec et aussi dans les mois qui précédaient là, en Europe. Cette conférence, elle portait sur 3 choses. La réalité d'abord, ensuite le monde non réel, puis finalement la conscience heureuse et son influence sur notre existence. Et là, on se trouve à être dans la deuxième partie. Dans la première, j'ai commencé à introduire le monde non réel en parlant des cultes dans lesquels on tombe. Un culte, c'est une adoration pour l'excellence, pour l'intellect, pour la volonté et pour la perfection. Alors avec ces termes-là, je commençais à introduire le monde non réel qui attire tellement notre attention et qui fait en sorte qu'on oublie ou qu'on néglige le contact qu'on pourrait avoir avec la réalité. Alors, je plonge tout de suite. On vit avec des représentations virtuelles omniprésentes. Et qu'est-ce que c'est une représentation virtuelle? C'est quelque chose qui est artificiel, qui n'est pas réel. Et ça concerne, autrefois, c'était les journaux, la radio, la télévision. Maintenant, c'est nos écrans d'ordinateur ou de téléphone, etc. C'est aussi les livres d'histoire qu'on raconte à nos enfants, les livres académiques, les livres scientifiques, les articles scientifiques, tout ce qui est virtuel, c'est-à-dire non réel, non tangible. Alors, ces représentations virtuelles, elles sont de plus en plus présentes et elles ont un impact sur nous. Elles font en sorte que nous, comme adultes, on revient à ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on pourrait considérer en fait le stade préopératoire selon Piaget. C'est un stade qui se situe avant 2 ans et quand on lit une histoire à un enfant de 2 ans, il croit l'histoire. Il confond l'histoire à la réalité. Et le fait d'être submergé par des représentations virtuelles fait en sorte que nous, on replonge dans ce stade-là et on croit ce qui est raconté dans on pourrait dire tout, les médias, mais autant les médias traditionnels que sociaux, dans les livres scientifiques, dans les journaux, évidemment, dans les revues. On confond ce qui est écrit, ce qui est présenté, ce qui est dit, ce qui est raconté à la réalité. Et je vous donne un exemple qui m'a marqué. 2 exemples, je vous dirais. Un premier, j'étais en Suède et c'était un choc pour moi parce que je suis arrivée à l'époque où au Québec, on commençait à exiger le masque. Et alors qu'en Suède, on a laissé les gens libres de le porter ou pas. Et donc, il y avait très peu de gens qui portaient le masque. Et j'étais sous le choc, donc je montrais des vidéos de ce qui se passait en Suède. Ça, c'est une chose que je faisais. Et 2 anecdotes, je comparais ce qui se passait vraiment en Suède à ce qui était écrit dans les journaux du Québec par rapport à la Suède. Et pour moi, c'était tellement différent. Il y avait, et c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait des biais dans les articles, dans les médias traditionnels. J'ai aussi eu la chance de participer à une entrevue à Denis Lévesque qui m'interrogeait sur la Suède. Et je voyais vraiment que ces questions étaient biaisées. Il y avait vraiment une opinion sur la Suède. Il s'était fait une histoire sur la Suède et je rapportais les faits en lui racontant autre chose. Et la deuxième anecdote que je vais vous raconter, c'est un collègue, donc un professeur d'université retraité, comme moi, au département de psychologie, qui m'envoie un courriel en me disant
il se rapportait à ce que je présentais dans mes vidéos sur la Suède et en me disant que ça, c'était faux. Et pour preuve, il m'invitait à consulter cet article de la presse qu'il m'envoyait et qui parlait de la Suède. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, pour les gens, ce qui est écrit dans les journaux, ce qu'ils entendent à la télévision ou dans les médias, même les médias alternatifs, ce qu'ils entendent et qu'ils voient leur semble réel. Et c'est très intéressant de noter que durant cette crise, on a exigé dans plusieurs pays aux gens, on a exigé qu'ils restent à la maison et on leur a offert un point de presse dans lequel on leur racontait ce qui se passait dans la réalité, disait-il. Et donc, les gens n'avaient pas accès à la réalité eux-mêmes, c'était par l'intermédiaire des chefs politiques. Dans cette période, on a, comment on pourrait dire ça, interdit, c'est un gros mot, mais on a empêché ou découragé les gens de voyager pour aller dans d'autres pays et constater ce qui se passait. Je pense que je vais y aller d'un autre exemple, juste pour vous dire, même dans les médias sociaux, ça se passe. Et particulièrement sur Twitter, je remarque qu'il y a beaucoup d'images de violence. On présente les guerres, les conflits, on présente des enfants mutilés, des soldats, des jeunes hommes qui sont obligés d'aller à la guerre en Ukraine, par exemple. On voit toutes ces images passer et je me suis posé des questions en me demandant, d'abord, qui filme ces images et dans quelle intention c'était filmé et partagé? Est-ce que c'est dans le but d'informer ou c'est dans le but de nous faire peur, de nous faire croire qu'on vit dans un monde dangereux? D'inciter à se défendre. Et d'ailleurs, ici en Suède, quand la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé, avec ces images-là dans les médias, il était assez évident qu'il y avait une propagande pour encourager le pays à rejoindre l'OTAN, alors que jusqu'à maintenant, c'était un pays neutre. Et c'était vraiment à partir de la propagande que les politiciens ont pris la décision de rejoindre l'OTAN. Et quand je pose des questions aux gens qui m'entourent, à mes voisins, à mes amis, on me dit tous me disent qu'ils ne voulaient pas faire partie de l'OTAN et plusieurs remettent en question cette propagande dans les médias. Même mes voisins qui sont très âgés et qui regardent souvent la télévision m'ont dit que pour eux, c'est un spectacle, que ce n'était pas en lien avec la réalité. Et dans les dernières semaines, j'ai demandé à une amie qui vit en Suède, mais qui est ukrainienne, ses parents sont en Ukraine, je lui ai demandé des nouvelles de ses parents. Et elle m'a répondu que tout était normal, que tout allait bien pour eux. Et même, il y a très longtemps, je lui avais posé la question « Comment c'est pour tes parents? » Et elle me disait qu'ils continuaient à travailler et que tout était normal dans leur ville. Alors, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine, qu'il n'y a pas d'horreur, de tuerie, d'innocents qui sont tués. Ça existe aussi. Mais le portrait qu'on nous montre dans les médias sociaux, dans ces représentations virtuelles, c'est un portrait derrière lequel il y a une intention. Et c'est à partir de ces représentations-là qu'on se construit une idée du monde. La répétition du message, alors que ce soit à la radio ou à la télévision ou dans les journaux, on répète toujours le message. Il y avait le message COVID et maintenant c'est le message CO2, on le voit partout. Et ce message, pour moi, il nous met dans un état d'hypnose, de transe, qui facilite le conditionnement et le retour à la phase préopératoire.
je réalise qu'il y a, que ce soit dans les journaux, dans les médias ou même en science, ce qu'on pourrait considérer être une échelle d'inférence. Une inférence, c'est une abstraction, c'est une théorie, c'est une idée sur la réalité. Et quand on ajoute des théories ou des idées à une autre théorie, à une autre idée, bien, on s'éloigne de la réalité, comme dans cette échelle avec chaque barreau qui s'éloigne du sol. Et en science, on a beaucoup fait ça. Et cette science, elle repose sur des théories, bien sûr sur l'observation de la réalité, une déduction basée sur la logique et sur le raisonnement, mais éventuellement aussi sur les théories. D'ailleurs, dans les comités qui accordent ou non des subventions aux recherches, le premier critère, c'est celui du fait que la recherche qu'on veut subventionner est-elle en lien ou dans le prolongement des connaissances antérieures. Et ces connaissances antérieures proviennent de recherches qui sont subventionnées. Alors, il y a tout un problème maintenant dans la recherche, dans la science, autant que dans les médias, parce que tous deux sont subventionnés. Alors, c'est la réalité virtuelle, l'échelle d'inférence. Je disais que dans ma première vidéo, que les érudits, les gens qui ont beaucoup de connaissances, bien, prennent ces connaissances dans les livres qui sont écrits et sont pas mieux que les journalistes qui rapportent la nouvelle, une nouvelle qui vient de Reuters, par exemple. Nous devenons des rapporteurs des histoires qu'on lit et qu'on entend, moins en contact avec la réalité. Quand on sort dehors et qu'on observe les gens, la nature, il n'y a pas aussi souvent cette violence ou ces mauvaises nouvelles comme on les voit dans les médias. Je donnais l'exemple de l'enfant mutilé qu'on voit sur Twitter, par exemple. Et je disais, ou je posais la question durant mes conférences, s'il y avait un enfant mutilé dans cette salle, est-ce que vous prendriez une photo? Notre premier réflexe, c'est de l'aider. Ce n'est pas de partager ces images-là. Il y a tout un écart, il y a une différence énorme entre ce qui circule comme information en ce moment, à travers ces représentations virtuelles, et la réalité. Je suis impressionnée par le fait que ces inférences, ces idées, ces abstractions qu'on a, ces informations, nous amènent à nous quereller, alors qu'on n'est même pas sûr que c'est la réalité. Il nous amène aussi à nous auto-censurer. On n'ose pas dire ce qu'on observe quand ça ne correspond pas aux informations qui circulent, que ce soit dans les médias ou les livres de sciences. On se garde une petite gêne. Je remarquais à travers mes sens dernièrement que je ressentais la chaleur du soleil sur ma peau. Et par ce fait, je me disais, ben, le soleil, il doit être local, il ne doit pas être si loin que ça. Ça ne correspondait pas à ce que je retrouve dans les articles scientifiques qui nous racontent que le soleil est à des millions et des millions de kilomètres de la Terre. Alors, vous voyez, je pourrais me garder une petite gêne et ne pas partager ça qui me vient de mes sens. Cette autocensure, elle est de plus en plus importante. Autocensure, c'est-à-dire qu'on s'empêche de parler, comme entre nous, parfois on s'empêche d'aborder certains sujets parce que ce n'est pas l'information qui circule. On partage ces idées, ces informations avec une arrogance, un mépris pour l'autre qui n'a pas la même idée que nous. Il y a une petite histoire dans David Foster Wallace, C'est de l'eau, encore une fois, le livre que j'ai utilisé pour parler de la métaphore des poissons, qui raconte que deux hommes discutaient ensemble. L'un croyait en Dieu et l'autre ne croyait pas en Dieu. Puis celui qui ne croyait pas en Dieu dit « J'ai la preuve que Dieu n'existe pas ». Et là, il raconte à l'autre qui le regarde de façon méprisante parce que lui, il croit en Dieu. Il raconte qu'il était dans une tempête terrible, il allait
mourir de froid. Et là, il a imploré Dieu. Il lui a dit, ben, si tu existes, tu vas me sauver. Et là, le gars avec qui il discute, il dit, ben, puisque tu es vivant, c'est qu'il existe, Dieu. Alors, celui qui raconte l'histoire, il dit, ben non, justement, à ce moment-là, il y a eu 2 Esquimaux, parce qu'ils se trouvaient en Alaska dans cette tempête terrible, 2 Esquimaux qui passaient par là et c'est eux qui m'ont sauvé. L'arrogance basée sur nos croyances qu'on a pris nécessairement dans les écrits. Ces croyances sont très différentes de ce qu'on sait intérieurement et qui nous vient. C'est cette petite voix-là qu'on ressent intérieurement. Ces croyances sont des idées qu'on a sur la vie. L'arrogance, notre ego qui est bien représenté par la métaphore du roi nu. C'est notre ego qui nous fait nous attacher à certaines idées. Alors le roi nu, c'est l'histoire d'un roi qui reçoit la visite d'un couturier qui lui présente un vêtement qui est invisible. Et le couturier dit au roi, ben, il n'y a que les idiots qui ne voient pas le vêtement. Alors, parce que lui, il est un peu orgueilleux, il accepte de revêtir le vêtement invisible et se présente devant son peuple tout nu. Et là, il y a un enfant qui dit, le roi est nu. Alors, pour dire que parfois, notre ego fait qu'on va raconter n'importe quoi qui ne correspond pas au bon sens. Ensuite, la désirabilité sociale, c'est un phénomène qui émane du fait qu'on est des êtres grégaires, on a besoin des autres pour survivre. Et quand un groupe pense une chose, bien, on va être tenté de dire la même chose, de penser la même chose, tout simplement pour être désiré, ne pas être rejeté. Alors, il y a l'expérience de H qui montre que lorsqu'un groupe offre une réponse à un test de perception sur, par exemple, la longueur d'une ligne, en disant qu'une telle ligne est la plus longue alors qu'il est évident que c'est la plus courte, bien, il y a des gens, plusieurs personnes qui vont être tentées de dire que c'est vraiment la plus longue, même si cette personne-là observe qu'elle est courte. Désirabilité sociale, puis enfin le mépris. On a accepté le mépris social, dans ces conditions de vie qui n'ont aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens de travailler autant, de faire des gestes répétitifs dans notre travail, de rester assis tout le temps. Notre corps a besoin de bouger. On a besoin de se reposer quand on est fatigué. C'est comme ça qu'on va rester en vie le plus longtemps et le plus en santé. Mais on accepte des conditions reliées au travail et à la production qui nous rendent malades physiquement et psychologiquement. Mais ce mépris qu'on a accepté depuis l'ère industrielle et bien avant, depuis qu'on a accepté l'idée qu'il y avait des propriétaires des ressources planétaires qui nous faisaient penser qu'on n'était pas des esclaves parce qu'on gagne des sous, on gagne de l'argent, un salaire, en faisant ce qu'on fait. Alors, il y a un bon film, Jones Plantation, qui montre comment on peut faire croire à des esclaves qu'ils ne sont plus esclaves parce qu'on leur offre entre autres de l'argent. On paie leur travail. Alors, le mépris, on a accepté d'être méprisé. En acceptant, se soumettant à ces conditions, on a dit à nos maîtres qu'ils avaient raison de nous mépriser. Dans cette dite crise, quand le gouvernement décidait qu'il allait avoir un couvre-feu et qu'il passait toute une heure à nous raconter, à justifier pourquoi on allait imposer un couvre-feu et qu'après coup, voyait la population se soumettre à cette absurdité, le message qu'il recevait de la population, c'était « vous avez raison de nous mépriser ».
On vit dans un monde non réel, virtuel, absurde. C'est tellement absurde. Et si ça vous intéresse de comprendre cette absurdité, je vous propose d'aller voir Icaros dans Corona Circus sur YouTube. Il va très loin dans sa compréhension de la situation actuelle en imaginant que ça n'a aucun bon sens que le peuple américain ait voté pour un bédouin sénile et que ce président d'une puissance mondiale se bat contre un chef quasiment spirituel, mais qui émane du KGB qu'on appelle Poutine. L'absurdité sur le plan politique, c'est d'élire deux partis en opposition, alors que ce qui fonctionne pour aller de l'avant dans une société, c'est la complémentarité des compétences, pas l'opposition. L'opposition fait tourner en rond. Ça correspond à l'illusion du pouvoir décisionnel. L'illusion du pouvoir, on fait ça avec les enfants en leur disant, ben, tu as le choix, tu te couches à 7 heures et tu vas prendre ton bain, laver tes dents après, ou encore, tu peux te coucher à 8 heures, mais tu dois tout faire avant. Et l'enfant a l'illusion qu'il a le pouvoir décisionnel. C'est la même chose sur le plan politique avec nous, comme adultes, qui avons cette illusion de décider de la démocratie lorsqu'on participe au système électoral et qu'on choisit quelqu'un qui dit ce qu'on veut bien entendre. Parce que cette personne qui est au pouvoir en ce moment, elle a dit jadis ce qu'on voulait entendre, puis après, au pouvoir, elle a fait ce qu'elle voulait. Bien, il y a une autre personne qui se présente et qui a la tâche facile, et là, qu'à aller sur Twitter ou sur les médias sociaux pour savoir c'est quoi qu'on veut entendre. Et il le dit pour ensuite faire ce qu'il veut. Et bien sûr que tous ces personnages dans l'arène politique sont financés par les mêmes banquiers. Et Icaros va très loin parce qu'il prétend que même certains personnages sportifs font partie du grand spectacle, comme Novak Djokovic, qui va gagner dans un tournoi contre Nadal ou Nadal. Il va gagner The Shot of the Day, donné par Moderna. The Shot of the Day, par Moderna. C'est quand même très particulier. Il y a une publicité dans laquelle il y a des tennisman professionnels qui nous expliquent qu'ils font partie d'une série un peu avec des saisons, vous savez, qui ont des personnages et que tout est arrangé, un peu comme la lutte professionnelle. Alors, c'est présenté aussi sur Icaros. Je nous invite à être plus intelligents et à partir du moment où quelque chose est surréaliste, ne pas tomber dans le panneau d'y croire et de se raconter une histoire pour justifier cette situation-là. Je vois tellement de gens faire de la gymnastique intellectuelle pour justifier une situation qui est absurde. Sur le plan politique, entre autres géopolitique, c'est de plus en plus évident pour certains d'entre nous. Et il y a, c'est ça, ce fait qu'on s'accroche à l'espoir que c'est possible parce qu'on n'a pas appris qu'un peuple peut se gouverner lui-même lorsqu'on retrouve des cellules plus petites. On a appris qu'il fallait vivre dans un monde mondialiste et que nécessairement, il fallait avoir des partis politiques qui nous représentent. Et que, pas seulement des partis politiques, mais des tiers qui nous représentent comme des médecins qui vont nous dire ce qui est bon pour nous, des éducateurs qui vont nous dire ce qu'il faut apprendre sur la réalité, des juges qui vont décider ce qui est juste et des avocats qui vont nous défendre. Alors, on a développé une façon de voir la réalité qui est complètement absurde maintenant, en pensant qu'on ne peut pas savoir ce qui est bon pour nous, par exemple, dans notre corps, qu'on ne peut pas expérimenter la justice soi-même en allant voir
celui avec lequel on est en conflit. Small is beautiful, c'est une phrase qu'on disait quand j'étais jeune, qui représente bien la possibilité qu'on a de retrouver une politique en dehors du système électoral qui est directe avec les gens face auxquels on doit rendre des comptes. Quand une société est petite, une collectivité, bien, il est possible de vivre sans système électoral. Sur l'île qu'on appelle l'Islande, je me souviens qu'on m'a dit que les vols de voitures n'existaient pas, tout simplement parce que c'est pas possible. On va retrouver la voiture. La voiture ne peut pas sortir de l'île et on va nécessairement retrouver celui qui l'a volé. Donc, il n'y a pas de vol de voiture. Dans tous les systèmes petits, on se garde une petite gêne avant de faire du vandalisme, avant de voler quelqu'un, avant de commettre des actes criminels. Et on sait quand on est dans une petite société que l'indifférence des membres de la société, c'est une punition en soi qui peut même mener à l'impossibilité de survivre. Alors, bon, comment ça marche? Sur le plan psychologique, comment il se fait qu'on soit tombé dans ce monde non réel et que on accorde autant d'importance? Ce que je vais faire, c'est que je vais aborder ce point dans une prochaine vidéo, ce qui va faire en sorte que celle-ci soit plus courte et qui va me permettre d'aller prendre un peu d'eau pour boire. Je commence à avoir la gorge sèche. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais expliquer d'où je pars dans ma compréhension de ce qui se passe sur un plan psychologique et comment, très simplement, on peut expliquer le fait qu'on soit tombé dans le panneau et que ce ne soit pas nouveau non plus, qu'on soit tombé dans ce panneau-là, que ça existe depuis bien longtemps. Voilà, à tout à l'heure.